On va arriver sur notre dernière présentation qui est présentée par Christian. Et donc du coup j'en profite puisque Christian va bientôt partir en retraite, donc février 2025. Et donc du coup c'est sa dernière participation aux journées d'information technique. Donc Christian, je souhaitais te remercier chaleureusement de toute ta participation à ces journées d'information technique et surtout de ton expérience sur le réglage des moissonneuses-batteuses, qui est très très important, notamment pour les protéagineux, pour nous, mais ainsi que toutes nos semences. Parce qu'on peut conduire correctement notre multiplication de semences. Si on rate la moisson, on a tout perdu. Donc Christian, c'est à toi. Merci Thomas. Je vais en profiter pour cette première diapo. On ne parle pas souvent du titre, mais vous verrez sûrement Étienne Arnaud, qui sera mon jeune collègue qui prendra la succession. Il est basé à Brin. Et donc, Étienne, donnez-lui toute sa chance, parce que quand on est débutant, on est apprenti. On est tous les jours apprenti, mais bon, l'expérience compte un petit peu des fois quand même. Voilà, donc Étienne, vous aurez l'occasion de le rencontrer. Bien sûr, là, on va faire juste un rappel à la demande de Thomas et puis de Claude Emmanuel. Tout simplement que vous, établissement, des fois, vous avez demandé à ce que l'AFNAM s'intervienne à faire des formations avec vos multiplicateurs de semences. Alors donc, tous les ans, on fait 1 ou 2 formations sur céréales et protéagineux. Donc, le but de ces formations, c'est partager 2 heures, 2 heures et demie en salle. Et puis après, on fait le tour des machines, suivant une conventionnelle, une hybride ou alors une axiale. Mais là, c'est surtout vous parler des principaux points à regarder au niveau des protéagineux. Et donc, je dirais que, même si je fais un petit peu de la provocation, mais les protéagineux, c'est avant tout la coupe, et puis c'est beaucoup tout ce qui se passe devant. La coupe et l'équipement contre-batteur ou contre-rotor. Ce qui se passe derrière, après, c'est pas très compliqué, parce qu'à partir du moment que vous êtes en capacité de souffler, vous réglez beaucoup de problèmes. Je simplifie, mais c'est un petit peu ça. Mais au niveau des coupes, c'est déjà sur les poids notamment, c'est de retirer les diviseurs, parce que ça gêne beaucoup plus qu'autre chose. Donc, Nixia colza peut vous rendre service sur certaines variétés. Bon, les barres anti-cailloux, je pense que toutes les coupes, maintenant, il y en a beaucoup d'équipées. Des doigts releveurs. Alors attention aux doigts releveurs, parce qu'à des fois, dans le fait d'avoir cet automatisme de baisse de coupe, ils peuvent vous gêner si vous n'êtes pas en force d'appui. Ça, c'est quelque chose à faire attention. Après, dans les févroles aussi, vous avez beaucoup de pertes avec les févroles du fait des rabatteurs qui tournent. Bon, très vite, on sait, entre guillemets, remédier au problème très vite, mais quand il y a de l'accrochage sur les rabatteurs, la solution, c'est soit équiper comme les tournesols ou soit mettre des plaques sur les peignes des rabatteurs, et ça vous évitera un certain nombre de pertes de févroles au sol. Parce que, comme vous le savez, c'est évident, mais une fois que c'est passé sous la coupe, on n'a plus de solution. Voilà. Et les réglages de vis d'alimentation, je sais bien que, dans 90 ou 95% des cas, personne n'y touche, mais sur des févroles, ça peut avoir son importance. Alors après, au niveau du batteur, quand je vais vous le faire simple, c'est bien sûr adapter le régime de batteur, on va le voir, en fonction du diamètre du batteur, vous avez des distances en mètres secondes, et quand nous on vous donne des renseignements ou qu'on vous écrit notre technique, on s'exprimera toujours en mètres secondes, parce qu'en fonction des machines, le diamètre du batteur est tellement variable suivant les machines que globalement, vaut mieux qu'on s'exprime en mètres secondes, on s'y retrouve beaucoup plus facilement. Et bien sûr, et là je vais aller vers ma diapo d'à côté, quand je parle de réducteur de régime, bon, je pense qu'il y a beaucoup de machines aujourd'hui qui sont équipées, mais méfiez-vous, sachez que quand vous faites des semences, veillez à ce que toutes ces options-là soient bien intégrées à la machine, parce qu'après, ça va vous coûter très cher. Et donc, je voulais revenir à ça. J'ai pris un exemple, ce n'est pas de la publicité, j'aurais pu prendre une John Deere, au hasard. Mais bon, j'ai pris une partie des classes modèles de 2020-2023. Si vous voulez des renseignements sur tout type de machine, j'ai fait ces fichiers-là. Et depuis 2008, on a ça.
Donc je ne le fais pas tous les ans, hein, parce que les machines, elles ne changent pas tous les ans. Mais pour vous expliquer quelque chose, juste, si vous prenez une machine, on va prendre la première, hein, la Lexion 780, là, peu importe qu'elle soit à roue ou à chenille, mais si vous ne prenez pas l'option, vous allez vous retrouver avec un minimum de 13 mètres secondes. Et alors que si vous prenez l'option, vous allez vous retrouver à 6 mètres secondes. Et ça fera toute la différence entre le fait d'avoir choisi l'option ou non sur la qualité de vos protéagineux, notamment quand vous allez récolter des févroles, voire des fèves, pourquoi pas. Hein. Et donc, de pouvoir être en capacité de baisser la rotation de batteur ou de rotor, c'est hyper important sur les machines. On n'insistera jamais là-dessus. La vitesse la plus rapide, on l'a toujours, je vous rassure. Hein. Et donc, quand je disais le choix de la coupe et de son équipement, ben voilà, hein, y a une variabilité. Hein, dans celle d'en bas à gauche, là, de chez Claas, bon, c'est d'autres machines, hein, puisque ce n'est pas spécifique à cette marque-là. Bon, des coupes, ce qu'on appelle des drapeurs, hein, des coupes à tapis flexibles, qui nous permettent vraiment de passer partout. Je vais dire presque de tout récupérer. C'est un coût, certes, mais quand vous voulez faire de l'entreprise, autres prestations ou des grandes surfaces, je pense que c'est un investissement à terme qui vous facilite le travail, surtout sur des cultures versées. Bon. Les coupes à avancement, coupe variable, bon, bah, bien sûr, hein, c'est connu depuis longtemps. Dans le choix des releveurs, puisqu'on a parlé tout à l'heure, alors, classiquement, je pense que la photo du milieu, le doigt relevé en acier, qui est très, très flexible, mais qui a sa faculté de plier, si j'ose dire, par rapport à celui de droite en rouge, qui est le bosseron, ou pire, celui du dessus, qui est le type rabot. Et là, c'est très bien si vous êtes sur des sols non caillouteux, parce que ça a une solidité, certes, mais qui dit solidité, le jour où vous allez heurter un caillou, une chose comme ça, c'est pas le doigt releveur qui va plier, c'est votre lamier. Et là, je vous souhaite du plaisir parce que c'est votre journée qui est bien occupée après. Et puis, on commence à voir des doigts releveurs là, qui viennent du Canada, là, où c'est en alu, les parties, que ce soit devant ou derrière, se changent. C'est Flexinger de mémoire qui font ça. On commence à les trouver chez les automotrices, on commence à les trouver aussi chez les moissonneuses. C'est des doigts qui coûtent cher, certes, mais qui ont une faculté de passer très très facilement dans les cultures. Bon, je crois qu'on est, pour vous donner un ordre de prix, 180 à 200 € la bête. Hein, alors, voilà. Je me répéterai sans cesse, et puis ça vous le retrouverez dans tous les documents, cette photo-là j'y tiens. Hein, c'est quoi que vous récoltiez comme culture, mais surtout sur des espèces fragiles comme les protéagineux, hein, contrôlez votre machine et de la préparer, c'est-à-dire que dans les contrôles, hein, c'est quelque chose de vraiment impératif. Votre batteur par rapport à votre contrebatteur ou votre rotor par rapport à vos contre-rotors, c'est est-ce que il faut toujours se poser la question, est-ce que l'affichage en cabine correspond vraiment à la réalité, hein? Et ça, ce n'est pas quelque chose que vous faites la veille de récolter, vous faites ça l'hiver ou en printemps, hein, avant de mettre la machine en route, mais c'est quelque chose de hyper important. De toute façon, sur des espèces fragiles, si vous ne connaissez pas réellement votre machine sur ces réglages-là, il y aura de la casse, hein. Et ça se verra d'autant plus que la graine est grosse et fragile, hein, voilà. Et puis, après, ben, c'est des choses classiques d'entretien, hein, de voir si les contrebattes ne sont pas usées, des choses comme ça. Et c'est de la vérification. Et j'ai envie de dire, même dans les réglages, même si votre machine, vous avez un contrat d'entretien avec votre mécano, le mécano est très bon dans son domaine, ça j'en doute pas, mais dans le domaine des semences, lui, c'est pas son métier spécialement. Et vous avez des exigences par rapport aux semences, par rapport aux consos, hein, puisque vous avez une exigence de qualité. Voilà. Alors, par rapport aux contrebatteurs, bon, là aussi c'est indicatif, hein, vous retrouverez toutes ces autres données-là dans une des dernières diapos que je vous présenterai, puisqu'on parlera un petit peu de la communication qu'on a fait sur la récolte. Mais sur des poids, hein, quand vous serez à 10-11 mm, un peu d'écartement entre fils, hein, 14-18 mm pour les févroles, les réglages du batteur contre batteur, hein, si c'est une conventionnelle, des 20 à l'avant, des arrière 10-15, c'est-à-dire qu'en termes de repères, quand vous avez le temps de le faire, hein, parce que à des fois c'est intéressant de prendre le temps, c'est de regarder les épaisseurs de graines et puis de voir
si ça passe ou si ça passe pas. Je vais vous montrer une photo tout à l'heure qui est un peu provocante, mais bon, elle servira à au moins avoir son langage. Hein. Au niveau des grilles, eh bien, c'est assez simple sur des grosses graines. Hein. On n'est pas dans des petites graines. Alors sur les grosses graines, pourvu qu'on assure le passage bien des graines, après le vent, on arrive à le régler tout simplement parce que le 3/4 du temps, on est à 80-90%, voire 100% de la puissance du ventilo, et donc ça ne nous pose aucun problème, hein, contrairement à des petites graines légères. Voilà hein, la photo qui est un peu de la provocation. Je ne vous ai même pas mis de févrole, je vous ai mis une fève, hein, tout simplement parce que vous voyez, hein, suivant où votre fève, là, suivant comment elle peut passer dans au travers de vos contrebatteurs, eh bien, soit elle va bien passer et elle ne sera pas altérée, soit elle se met en travers, et si votre passage entre fils n'est pas assez large, eh bien, vous ferez de la casse. C'est vrai pour les févroles, c'est vrai pour les pois, c'est vrai pour des espèces qui sont fragiles. Alors, il y a un détail qu'il faut faire attention, suivant les constructeurs de corbeilles, de contre-rotors ou de contrebatteurs. À des fois, on vous parle d'entrefil, mais êtes-vous bien sûr que ce soit entre-fil? Parce que j'ai pris des distances où, globalement, on ne parlait pas d'entrefil, on parlait d'anthrax. Hein. Alors, quand vous avez un fil qui fait 4 mm et qu'on parle d'anthrax ou qu'on parle d'entrefil, on n'est pas à la même distance de passage pour les graines. Voilà, c'est des petites choses, il faut y faire attention si vous voulez préserver la faculté. Au sujet des contre-rotors ou des contrebatteurs, alors sur les axiales, je ne vais pas faire de pub là non plus, mais bon, vous avez forcément les contre-rotors qui sont assez faciles entre guillemets, à changer. Hein. Quand vous êtes sur des conventionnels ou des hybrides, bon, ça commence à évoluer où on peut changer les contrebatteurs assez facilement, mais sur des anciennes séries, à des fois, ça peut aller de l'heure à avoir le 3/4 de la journée quand ça se passe mal. Alors, il faut savoir une chose, c'est que le 3/4 des machines ont été équipées de contrebatteurs universels, ce n'est pas le fait du hasard, hein, puisque globalement, ça évite de le changer. Après, ça vous fera du travail bien s'il est bien réglé, moyen si on peut avoir des problèmes s'il est mal réglé. Hein, c'est contrebatteur universel. Après, le fait, moi je freine toujours des deux pieds en disant ouais, on va adapter le contrebatteur à l'espèce. Bon, si vous avez une machine dédiée à faire des protagineux, pois, févroles, pourquoi pas. Oula, pardon. Par contre, si vous changez d'espèce tous les 8 jours, je ne pense pas que vous allez changer le contrebatteur tous les 8 jours. Voilà. Hein. Et il faut dire ce qu'il est, c'est un coût aujourd'hui. Hein. Aussi bien le matériel que la main-d'œuvre pour le faire. Hein. Voilà. Autrement, dans les précautions à prendre, hein, puisqu'on est plus sur des rappels de précautions hein, dans la vidange, hein, abaisser les taux là, au-dessus des vis de trémie, hein, les régimes régler au plus bas et puis toujours faire tourner, si possible, la vis à pleine charge, c'est-à-dire que quand vous êtes en vidange dans une parcelle, évitez de faire tourner la vis à vide, puisque vous êtes sûr que cette partie-là, vous casserez du grain, que ce soit des pois ou que ce soit des févroles. Voilà. Et puis, il y a quelque chose qu'on répétera toujours hein, maintenant, parce que les puissances de machines évoluent. On était passé avec des 5 mètres de large, beaucoup de 7 mètres, beaucoup de 9 aujourd'hui, je crois que ça doit être la moyenne. On est passé, maintenant on retrouve avec des chantiers de 10 ou 13 mètres de large, et ça veut dire que c'est des machines, aujourd'hui, quand vous faites de la coupe directe, soit vous avez la possibilité d'avancer vite, et là, vous êtes en charge de machine, soit vous n'avez pas la possibilité d'avancer vite, et là, vous êtes en sous-charge de machine, et qui dit une machine sous-chargée dit forcément de la casse. Et donc, pensez aussi à ça, de dire chargez les machines au maximum. C'est comme ça qu'elles vous feront du bon travail, et c'est comme ça que c'est le plus facile à régler. Bon, par le passé, je vous ai présenté, hein, je crois que c'est l'année dernière, où on avait présenté des févroles à haut rendement et des févroles à bas rendement. C'est vrai qu'on n'a pas le même résultat hein, à machine identique. Voilà. Bien sûr, hein, sur les protéagineux, je ne vous apprends rien, mais ça fait toujours du bien de le répéter. Hein. Par rapport à une culture de céréales où, si vous le commencez le matin à midi et globalement jusqu'à 22h, 23h le soir, je pense que même si vous allez peut-être un petit peu modifier vos réglages en cours de journée, ce n'est pas spécialement une grosse répercussion
j'exclus les blés durs peut-être, hein, mais sur protéagineux, ça peut être très important de faire attention aux conditions qui changent au cours de journée, hein. Et donc, toujours par rapport à éviter cette casse sur quelle que soit la machine, hein, pour éviter cette casse, c'est toujours aller chercher la limite de l'imbattu. Et là, vous serez à peu près certain de préserver la qualité de vos semences. Hein, si vous faites des extractions ou des packs qui sont vraiment broyés avec votre rotor ou votre batteur, quelque part, il y aura des graines fissurées obligatoirement. Allez toujours chercher la limite de l'imbattu. Hein, voilà. Et puis, il y a certains points, hein, qu'on peut voir, hein. L'absence de grains fêlés ou cassés, ben ça c'est du visuel, mais attention, déjà quand vous voyez ça en trémie, ça veut dire que sur des poids, vous avez déjà déplacé des cotylédons, et quand on parlait d'anormaux tout à l'heure, ben voilà le résultat de ce qui peut se passer, hein. Quand vous voyez déjà des cassés en trémie, vous êtes en danger, hein, pour votre lot de semences. Voilà. Et puis, notre climat évolue, hein, comme on le disait au cours de cette session. Il y a peut-être certaines espèces, notamment des févroles, de démarrer le matin de bonne heure. À des fois, c'est possible. On a eu récolté des févroles le matin, ça c'est super bien. Il vaut mieux faire ça là que quand il fait 38 ou 40 degrés en plein soleil l'après-midi. Donc, si c'est en concurrence avec d'autres cultures, il y a un choix à faire, mais attention aux espèces fragiles l'après-midi. Et puis, bien sûr, hein, votre résultat final, hein, ce sera toujours le fruit d'un compromis, hein. Peut-être que je ne devrais pas le dire, mais on parle des protéagineux, alors j'ai envie de dire privilégier les protéagineux par rapport aux céréales, si vous avez le choix, hein, et si c'est un lot de semences à sauver. Hein. Des gousses non battues dans la trémie, c'est plutôt bon signe. Ne cherchez pas à faire totalement propre. N'oubliez pas que vous faites des semences, vous n'êtes pas en conso. Hein. Et puis bien définir les priorités, hein, en production de semences. Hein. Et dans les productions de semences, ça sera toujours quelque chose qu'il faut garder en tête. C'est la qualité, c'est la FG. Les pertes au sol, bien sûr, parce que si on met du rendement dehors, c'est pas terrible. Et puis, déchets et performance, parce que faire des quintaux heure ou des hectares heure en production de semences, c'est pas toujours gagnant. Voilà. Ça, c'est des bases de réglage. Je ne vais peut-être pas tous les reprendre parce que vous les retrouvez dans différentes notes techniques, mais c'est pour vous donner vraiment une base. Hein. Quand on surpoids, on a 12 mètres secondes, c'est 8 s'il fait très sec ou très mûr, jusqu'à 15, c'est possible. Et puis des févroles autour de 9. Hein. Et puis je vous épargne les vesses et les lupins. Hein. Ça, c'est pour une préconisation d'un constructeur. Alors, moi, ce que j'aime bien, c'est de temps en temps d'aller chercher les réglages des constructeurs et les comparer à nos résultats, parce qu'on a l'avantage de faire analyser nos lots jusqu'au labo. Et donc, ça nous permet de voir un petit peu les préconisations qui sont faites. Alors, sur général, le protéagineux, tout ce qui est céréales, ça va super bien, parce qu'eux aussi font des essais au champ. Dès qu'on commence à parler d'autres espèces, à des fois, la préconisation, c'est sans critique, mais la préconisation, elle est loin de la performance que nous, on recherche en tant que semencier. Hein, voilà. Donc, faites vos essais vous aussi. Févrole, quelque chose n'est pas marqué ici, mais autant sur poids, je dirais non, mais sur févrole, si vous voulez préserver la qualité, je reviens à mes propos de tout à l'heure, hein, parce que sur une conventionnelle, le contrebatteur, il est tellement difficile à changer que je ne vais pas m'amuser à vous dire faites ça, mais sur une axiale, il est possible d'utiliser des corbeilles à fer rond, et sur févrole, ça vous atténue quand même l'agressivité de votre contrebatteur. Ça va certes vous diminuer le début de chantier un peu, c'est reconnu, mais n'oubliez pas, vous faites des semences. Et puis, voilà, hein, les vidanges de la trémie, j'en ai parlé, c'est surtout les reprises après récolte de votre lot. Attention, hein, n'utilisez pas de vis si possible, pas d'aspirateur à grains. Hein, si vous avez des tapis ou des godets, vous préserverez quand même votre lot, et c'est d'autant plus vrai sur des espèces qui sont à gros grains. Hein. Le stockage, bien sûr, hein, quand on va récolter des pois, des fois à 16-18 d'humidité, ils ont besoin d'être ventilés, autant pour diminuer la température, hein, que gagner ces 1 ou 2 points qui vont vous permettre le stockage. Mais un battage qui va vous préserver la faculté germinative de vos protéagineux, il se situe souvent entre 15 et 18% d'humidité. Voilà ce qui peut se passer, hein, ça c'est des essais qui avaient été faits à la FNAMS il y a longtemps, mais on l'a retrouvé sur d'autres essais. Hein. C'est que méfiez-vous, hein, des poids notamment, hein, où en 2 jours vous pouvez perdre
sur pied des 18 à 25% de teneur en eau en 2 jours. Donc ça va très très vite. Méfiez-vous, c'est arrivé à maturité, c'est de la surveillance, je dirais, quotidienne. Et une autre chose, quand je disais tout à l'heure, c'est de la facilité de théorie, mais n'empêche que dans les pratiques, et vous le savez aussi bien comme moi, une fois qu'un poids, il va très vite, ça c'est une chose, mais si jamais les conditions météo se dégradent et qu'ils reprennent de la pluie, on l'a vu, des difficultés de battage, voire de l'impossibilité de battage à reprendre avec les coupes. Moi, j'ai eu des appels à des fois en disant « faut sauver parce que c'est des semences de base ». La seule solution, c'est d'arracher au pick-up quand on est dans ces situations-là. Et puis, il faut dire ce qu'il est. Il a été fait des essais par le passé à la FNAMS où, une fois que surtout les pois ont pris une pluie à maturité, ils perdent quand même en qualité germinative. Voilà. Et là, je vais continuer sur la teneur en eau des humidités de la févrole depuis 2 ou 3 ans, là, avec les collègues de Bourges-Condon et Troyes, là, on essaye de trouver un stade sur les févroles visuel ou de teneur en eau qui nous permettrait de récolter les févroles en meilleures conditions. Alors donc sur Bourges et puis sur Troyes, on avait une variété de printemps et à Condon, on avait une variété d'hiver. Donc c'est des résultats, faut les prendre tels qu'ils sont. On verra sur la synthèse comment ça va évoluer. Autant l'humidité des pois, on a su caler les choses bien et visuellement ça se voit dans la parcelle. Autant avec des févroles, c'est moins évident à l'œil de dire je suis à la bonne teneur en eau. On essaie de prendre des repères, mais pas évident. Là, c'est l'évolution de l'humidité de la févrole. Alors, la moyenne de... Alors, en bleu, vous avez du côté de Troyes, alors avec le trait plein, la moyenne des humidités tiges, en pointillé long, les gousses, et en pointillé fin, les semences, les graines. Idem pour la 18 et idem pour le 32. Alors, forcément, on avait une possibilité là au mois de juin sur les févroles d'hiver, vous voyez l'évolution. Alors, ce que j'ai envie de regarder, mais je ne sais pas si j'ai raison ou tort, on verra au travers de la synthèse, c'est que quand vous regardez votre moyenne d'humidité gousse par rapport à la moyenne d'humidité grain, on s'aperçoit que globalement, il y a une tendance qui est que quand on arrive aux alentours, je dis bien aux alentours de 25%, 25-28% des teneurs en eau des gousses, si on faisait un prélèvement, on va arriver aux alentours de 18-20% des graines. Alors, est-ce que ça peut être un repère fiable à terme? Je ne sais pas, mais de toute façon, pour l'instant, je crois que la solution la plus pratique, qui est, si la parcelle n'est pas très loin, si la moisse-batte est disponible, c'est, si possible, aller faire un prélèvement avec la moissonneuse, qui sera beaucoup plus fiable, et de dire je suis à la bonne humidité, j'y vais, ou je ne suis pas à la bonne humidité, j'ai la sagesse d'attendre un petit peu. Mais des fois, les parcelles ne sont pas tout auprès de l'exploitation. Je peux comprendre qu'une fois qu'on est dans le champ, on a envie d'y aller. Mais, et de prendre un repère visuel, pour l'instant, c'est des complications de dire ma parcelle, elle est comme ça, je suis à telle humidité. Ça, pour l'instant, c'est compliqué. Ça, c'est des résultats qualitatifs et quantitatifs suivant la teneur en eau. Ça, à droite, vous avez le rendement hectare. Donc, sur la partie droite, vous avez le Gers, toutes les févroles d'hiver 32, avec le rendement net que vous avez en jaune en quintaux hectare, et puis la faculté germinative en rouge. Je vous épargne les déchets parce que je reviens à ce que je vous ai dit sur le poids. Mais vous voyez, quand vous regardez il me manque quelque chose là-dessus? Non. Oui, il y a quelque chose là. Ouais, c'est ça que je voulais vous dire. Quand vous regardez le plus à gauche, le févrole 32, humidité 22,9, vous voyez qu'on arrive à 92 ou 13 de faculté germinative, avec dès qu'on commence à descendre vers les 17, on baisse, et puis dès qu'on va aller à 11, on est à 79. Bon, ça, c'est des résultats d'essai, ça veut dire que c'est des résultats qui ont été faits avec des petites machines expérimentales, des aiguets, pas des aiguets, mais des Wintersteger ou des urnes, et qui, malgré tout, c'est des petits batteurs, des petits contrebatteurs qui sont quand même
assez agressif, entre guillemets. Hein. D'autant plus que certaines, si elles ont en plus un système d'élévateur à cyclone, c'est assez agressif. Mais n'empêche que vous retrouvez ces résultats partout, hein, aussi bien dans le 18, là où vous êtes à 25 d'humidité, 18 et 12, les colonnes du milieu. Et globalement, même s'il y a eu des problèmes cette année, vous vous retrouvez avec plus vous êtes sec, plus vous dégradez votre lot. Et du côté de 3, c'est exactement pareil. Quand on est aux alentours de 18% d'humidité, vous voyez, vous maintenez à 96. Si on est vraiment, dès qu'on descend à 16 côté gauche, eh ben on commence à perdre des points. Voilà. Donc 15-18% d'humidité, même dans ces essais-là, on arrive à confirmer ce qu'on vous dit depuis un certain nombre d'années. Là, c'est un peu la synthèse de... J'ai d'autres données que je n'ai pas tout emmagasiné, mais 22-23, où j'ai fait la moyenne pour voir un peu s'il y avait une différence sur les années. Bon, j'ai rien vu de spécial pour l'instant. On a toujours la même tendance de ces 2 années d'essai réalisées par les collègues. Et donc là, vous retrouvez ce que je vous ai expliqué à droite, la partie 23, mais la partie 22, je ne vais pas m'étendre, mais vous retrouvez exactement les mêmes choses en fonction de la teneur en eau. Plus on s'approche des 15-18, meilleure est la faculté germinative. Voilà. Je ne vais pas m'étendre sur... Voilà. Et donc, voilà ce que les collègues dans les différentes stations ont fait. Hein. Suivant les stations, on a été chercher des plantes, on a essayé de prendre des photos de parcelles, des photos du lot, on a décortiqué les févroles, gousses entières, on a fait des teneurs en eau de tout le monde, et on a fait la teneur en eau des graines. Vous voyez l'évolution. Hein. Bon, je vais passer vite parce que globalement, c'est vraiment chiffré date à date. Hein, ils ont été vraiment rigoureux là-dessus, et c'est assez génial comme jeu de données, quoi. Hein. Voilà ce que ça peut donner au fur et à mesure que vous voyez l'humidité évoluer. Et là, par le fait, quand vous regardez ne serait-ce que cette diapo-là, vous voyez les tiges de gauche, hein, avec le lot de semences à gauche qui est à 25, par rapport à un lot à droite, hein, du 19 juillet, où globalement, vous êtes à 13 d'humidité. Et ça, dans la parcelle, c'est hyper compliqué à identifier, quoi. Voilà. Et puis après, vous pouvez avoir des évolutions avec l'humidité. Hein, et vous voyez, là, c'est encore plus parlant. Peu de différence de végétation, mais après, on va se retrouver avec une variation qui peut aller de 12 à 19% d'humidité. Voilà. Donc, je vous épargne celle-là, qu'on voit moins bien. Voilà. Juste par rapport à la récolte dans son ensemble, hein, que ce soit sur protéagineux, céréales, mais sur d'autres espèces aussi, hein, vous avez 2 documents qui sont à votre disposition, hein, qui ont été faits en 2020 par le service technique de la FNAMS, hein, qui est la récolte et le séchage des semences, hein, où vous avez les bases pour appréhender la récolte, hein, ou le séchage des semences. Et puis on a fait des notes techniques, hein, récolte des pois protéagineux, hein, l'importance du stade et du réglage de la moissonneuse-batteuse, de juin 2018, hein, qui est disponible, comme vous disait Valérie, sur le site de la FNAM, ça vous pouvez les retrouver. Et puis une note qu'on a fait en mai 22, hein, les dégâts de germination en févrole, c'est pas une fatalité si, ne serait-ce que le si peu qu'on a discuté là, ou que je vous ai présenté, le si peu, si vous respectez ces bases-là, déjà je pense que vous pouvez nettement améliorer votre lot, quoi. Je dirais les protéagineux pois févrole, c'est vraiment de l'attention technique, quoi. C'est pas une semence qui amène des surprises parce que, je sais pas, elle n'a pas pollinisé ou un truc comme ça, c'est pas vrai, quoi. C'est, je dirais, presque entre le siège et le volant, comme dirait quelqu'un, il y a quelqu'un qui est responsable, quoi. Voilà. Merci, puis merci à ceux qui m'ont aidé, hein, agriculteurs, techniciens.